On va définir maintenant la loi normale quelconque, c'est-à-dire avec une espérance mu et un écart type sigma, et on va dire que la variable aléatoire grand X suit la loi normale sur R si elle admet pour densité la fonction phi, qui est définie par phi de x et 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 fois x moins mu sur sigma au carré. D'accord ? Donc c'est une expression un petit peu compliquée, mais vous voyez que si on prend le cas de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire pour mu égale 0 et sigma égale 1, si sigma vaut 1, je retrouve 1 sur 2pi, si mu vaut 0 et sigma vaut 1, je retrouve moins x au carré sur 2, donc je retrouve bien la densité d'une loi normale centrée réduite, ce qui est normal. Et ici, par contre, l'expression est un petit peu compliquée, mais à bien retenir parce que tout part de la densité. À partir de là, vous avez la fonction de répartition, etc. Alors, si c'est le cas, x admet une espérance et une variance. Son espérance, eh bien, c'est mu. Sa variance, c'est sigma carré. Et on note x suit la loi normale de paramètres mu et sigma. Attention, ce n'est pas sigma carré, c'est-à-dire que ce n'est pas espérance et variance dans les paramètres, c'est espérance et écart type. D'accord ? Et dernière fois la même remarque, on prend bien la limite quand t va vers plus l'infini de l'intégrale sur le segment moins tt, puisqu'on ne sait pas faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini en terminale. Voilà. Donc voici pour la définition d'une variable aléatoire x qui suit la loi normale. À noter que maintenant les deux paramètres mu et sigma, qui sont quelconques, ont une influence sur la forme de la courbe. Mu est la valeur sur laquelle la courbe est centrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à l'origine comme avant, on peut très bien imaginer qu'en fait l'origine est ici, mais que la courbe est décalée vers la droite, puisque son espérance vaut mu, alors mettons 5, pourquoi pas, et voilà, la courbe reste centrée sur mu. Par contre, ici, le maximum, il est obtenu quand x vaut mu, c'est le sommet puisque la courbe est centrée en mu. Et donc quand quand x vaut mu, ça vaut 0, et l'exponentielle de 0, ça fait 1, donc il me reste cette quantité-là. Ce qui veut dire que plus sigma, c'est-à-dire plus l'écart type est grand, plus le maximum de la courbe est bas, et plus la courbe s'étale en fait. Donc plus l'écart type est grand, et plus la courbe est étalée. Et pour mu donné, eh bien, ça positionne la courbe sur l'axe des axes, donc centré en mu. Voilà. Donc ça, c'est deux remarques sur mu et sigma à garder en tête quand vous avez des représentations graphiques et qu'il faut déterminer laquelle est la bonne, par exemple, pour la loi donnée. Voilà. Concernant les intervalles de fluctuation de x, si elle suit la loi normale de paramètres mu et sigma, on retiendra que si on rajoute un écart type à droite, un écart type à gauche, c'est-à-dire si on fait mu plus sigma ici, par exemple, et on retranche, donc en fait mu plus sigma, et ici mu moins sigma, bon alors on va essayer de faire symétrique quand même, voilà, et bien dans cette région au milieu, on récupère 68,3% des réalisations. Si on fait plus de sigma de chaque côté, alors la région du milieu contient 95,4% des réalisations. Et si on va jusqu'à 3 sigma de chaque côté, eh bien, ça contient 99,7% des réalisations. C'est-à-dire que si vous récupérez lors d'un DST que les notes sont distribuées selon une normale, une fonction comme ça, et que vous avez la moyenne, vous êtes au milieu. Pas terrible. Si vous avez la moyenne plus un écart type, vous êtes déjà au-dessus de 68% des gens, etc. Et si la moyenne plus 2 écarts types, vous êtes dans le top 5% de la classe. Voilà. Donc, de la même façon qu'on a défini la loi normale centrée réduite, on définit la loi normale tout court, à bien connaître, à bien voir les différences entre les deux. Et cette fois-ci, les intervalles de fluctuation, évidemment, dépendent de sigma qui est l'écart type.